Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Tribune de presse, notre numéro, nous parlons de l'actualité. Coronavirus continue à frapper. Je dois le dire, la France a pris des décisions assez drastiques, on va dire, hein, très fortes. Le confinement, par exemple, l'interdiction et la réduction de la circulation. Au Congo, il y a aussi la rentrée parlementaire. Les députés se sont entendus de ne pas se rencontrer. Et donc, jusqu'à ce que le corona passera, jusqu'à ce qu'ils soient rassurés que tout va très bien se passer. Et la réplique de M. Tambo Mwamba à Félix Tshisekedi, Tambo Mwamba sera en train de regretter. Je reçois deux personnes sur ce plateau. Ce sont des journalistes. Jenny Kaninda, qui est de l'autre côté, le patron du Congo Buzz Congo Market. Allez, Congo Buzz. Market, comment allez-vous? Très bien. Ça marche? Ouais, on a Congo Buzz, on a Congo Market. Congo Market, c'est la même chose. Alors, les signes qui sauvent, je vous aide, hein. Il faut sauver la vie de plusieurs personnes. Les gestes barrières. Oui, Corona. Les gestes barrières. On n'en veut pas. Très bien. Très indispensable. Il faut le faire parce qu'on va se serrer la main dans l'émission. Il faut le faire. Très bien. Alors, il y a aussi Gabi Kouba, vous êtes journaliste indépendant. Les gestes qui sauvent en principe. Ah, merci beaucoup et surtout que vous revenez de l'étranger, donc j'ai tout intérêt à appliquer ce geste qui sauve. C'est pas possible, c'est pas contre moi que tu fais. C'est pour toi-même. Ah oui, c'est pour moi-même, mais pour éviter également il faut le faire. Alors, toujours dans le cadre de coronavirus, après avoir nettoyé les mains convenablement, eh bien, on y porte ça. On fait comme ça, et puis comme ça. Ok. Et là, je sais vous protéger. Ok. Je me protège moi-même et je vous protège aussi. Mais vous êtes encore joli, hein. Mais comme je ne sais pas présenter l'émission comme ça, je serai obligé d'enlever. C'était justement pour que les gens comprennent comment ça va se passer. Très bien, parlons-en coronavirus. Je commence avec vous, Jenny Kaninda. Martin Fayulu a hier fait une vidéo que moi personnellement, j'ai apprécié. La vidéo, il avait les mains comme vous, et puis il a pris un mouchoir, et puis il a fait la même chose, et puis il a demandé aux gens de se préserver, de pouvoir de bien le faire pour que le coronavirus soit finalement éradiqué. Mais le hic, c'est qu'un autre membre de la plateforme Lamouka, en l'occurrence Madame Eve Bazaïba, c'est quand même elle permise allègrement de jouer sur la question et de demander aux gens de ne pas y croire parce que c'était un fake. Mais après, c'est le MLC qui recadre la question en demandant au gouvernement de bien faire les choses et que le gouvernement était en train de prendre l'affaire vraiment pas au sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que nous sommes face à une pandémie. Nous sortons d'une expérience malheureuse qu'on appelle Ebola. Pour la première fois, moi j'ai vécu Ebola, c'était dans la ville de Kikwit, la ville révolutionnaire. Et j'étais journaliste là-bas. J'ai vécu la lutte contre Ebola avec le docteur Mouyembe, notre antivirus. Et aujourd'hui, lorsque je vois la négligence de Madame Bazaïba, ça m'inquiète un peu. Parce que ça me ramène tout justement dans l'est du Congo, où on a vu la fièvre hémorragique d'Ebola décimer des vies humaines, simplement parce qu'il y a eu une très mauvaise communication faite pour simplement des intérêts égoïstes. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'observer malheureusement que beaucoup de leaders ne veulent pas ou ne pensent pas emboîter les pas à Martin Fayulu. Ce que Martin Fayulu a fait, c'est très important, c'est très capital, parce que face à une épidémie comme ça, devant laquelle la France déclare une guerre, hier, Emmanuel Macron a parlé, a cité le mot guerre dans sa bouche près de 5 fois. Ça signifie que nous sommes vraiment face à une guerre. Et quand vous êtes en guerre, on met tous les intérêts égoïstes de côté, parce que c'est la nation. Lorsque les têtes vont commencer à tomber, elles ne seront pas comptées que du côté de Cash ou de Lamouka ou de FCC. Ce sera les Congolais. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le message de Martin Fayulu. Et bien entendu, il y avait aussi un tweet de Jean-Pierre Bemba. Alors, qu'est-ce que ça me donne, moi, comme leçon? C'est que si nous voulons mener une lutte sérieuse, il faut que tous les leaders d'opinion, tous ceux en qui les Congolais, un groupe de Congolais croient, s'il y a un groupe de Congolais qui croit en Bossembe, en vous voyant poser ces actes-là, barrières, laver les mains ou désinfecter les mains, vous protégez par ce masque, les gens qui croient en vous,
ils vont vous emboîter les pas. Il faut qu'ils le fassent parce que c'est très important, il faut se préserver. Le coronavirus, les gens qui croient à Martin Fayoulou, les gens qui croient à Martin Fayoulou vont lui emboîter les pas. Ils vont faire comme lui. Ils vont faire ce qu'il leur a demandé. Mais, ma crainte, c'est quoi? C'est qu'on met en place des comités de crise. Est-ce qu'il y a des communicateurs qui sont prévus là-dedans? Des communicateurs de crise. J'ai vu, il y a le ministre de la Communication et Médias, notre vieux Jolino Makelele, c'est bien. Mais est-ce que lui pense déjà à inviter les journalistes, à inviter les communicateurs pour leur dire quelle est la stratégie qui a été arrêtée ou qui sera arrêtée? Quelqu'un m'a dit pour me faire rire, je sais qu'il blaguait, il m'a dit pendant qu'on était en train de prendre des grandes précautions du coronavirus, le ministre de la Communication dormait. Peut-être quand il s'est réveillé, la question était passée. Bon, c'est ce qu'on m'a dit, mais qui sait si c'est vrai ou vous pas? Vous savez, vrai. C'est notre ministre. Et je ne sais pas s'il faut les défendre comment ou il faut parler objectivement. C'est pas un jeune, hein, il faut le dire. Jolino Maké n'est pas un jeune, il n'a pas notre âge. Il n'a pas notre âge. Qui? Mende n'est pas jeune. Pourquoi vous le comparez les deux? Bon, Gabi parle de Mende. Moi, je chute par là. On dit juste qu'il arrive que parfois, on a besoin de ce qu'on appelle un sommeil réparateur. Très bien. Alors Gabi Kouba, je tiens à vous rester 1 mètre de vous hein, pour préserver les signes de... D'ailleurs, je préfère 2 mètres. Oui. 2 mètres, je sortirai de la pièce en tout cas. Très bien. Mais alors Gabi Kouba, il est important de parler de ces coronavirus. Est-ce que la réaction de M. Martin Fayoulou vous a quand même inspiré confiance? Est-ce que aussi la réaction de Mme Bazaïba vous a un peu choqué? Parce que ce sont les deux grandes personnalités qui appartiennent dans une même plateforme politique. Comment voyez-vous les deux attitudes, on va dire? Personne n'est à l'abri de cette épidémie. Et toute personne est exposée, en commençant par Mme Bazaïba, d'ailleurs, qui tente de mener une campagne de SAP contre les actions préventives. Elle oublie que s'il y a un effet de contagion assez important ici au Congo, elle ne sera pas épargnée. Elle est aussi mortelle comme les autres. J'encourage le geste de M. Fayoulou, Martin Fayoulou, c'est que nous sommes dans une situation assez délicate, déjà avec un système de santé défaillant. Donc s'il faut mener des actions contre-productives telles que le fait Mme Bazaïba, ça risque d'être dramatique pour nous. Déjà, nous sortons d'une période assez très difficile et il faut le rappeler, si Ebola s'est pérennisé et s'est propagé dans l'est du pays, c'est aussi à cause des résistances et des croyances culturelles des gens. Certains disaient, en cas de vaccination, vous serez stérile. Les autres disaient que c'était une maladie imaginaire. Certains encore argumentaient que c'est une invention des politiciens quinois pour décimer la population. L'opposition avait rejeté ça, il faut le reconnaître. Hein. L'opposition congolaise à l'époque avait rejeté cette maladie. Quand on avait, moi je crois même que le FCC était assez courageux. Prendre la décision d'annuler les élections dans une partie du pays, c'est exactement ce que les républicains font aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est exactement ce que la France vient de faire. Oui. Il y a eu un problème. Mais nous, on avait refusé. On avait la période, parce qu'il y avait un vote symbolique qui a été organisé dans un stade à Béni. Les gens disaient que les gens avaient organisé, donc les élections auraient dû se dérouler de cette façon-là. Mais toutes les mesures, mieux vaut prévenir que guérir, dit-on-les, comme on l'a dit. Et Bazaïba, je trouve son tweet irresponsable, même lorsqu'il accuse le gouvernement d'avoir pensé à l'argent que l'OMS aurait promis aux États touchés. Mais je crois que si le gouvernement a eu part à ce gâteau, entre guillemets, Bazaïba serait bénéficiaire de cet argent parce qu'elle est députée, elle est payée par le gouvernement de la République, elle est payée par l'État. Donc je crois qu'elle serait satisfaite au lieu de mener une campagne de diabolisation contre le gouvernement ou de découragement de la population qui doit appliquer des mesures préventives. On reproche à M. Etienne Longondo de ne pas assez communiquer. Mais Longondo l'a communiqué dès qu'il a constaté qu'il y a eu un cas venu d'ailleurs.
Il l'a dit. Non, mais comment il a dit? Voilà. C'est ça le problème. Il a dit oui, mais comment il a dit? Quelles que soient les contradictions. Moi, là, je ne peux pas être peut-être d'accord avec Longondo lorsqu'il dit il ne faut pas paniquer. Non, une telle décision ne peut que faire paniquer tout le monde. Non, nous, on n'est même pas là. Nous, on n'est pas là. Nous, on est dans comment il dit, comment un sujet commence par être belge, et puis Belge, tout de suite, congolais, il tout ça, devient congolais, français sans changer de nationalité, et puis à un moment donné, alors. C'est à l'hôpital, tantôt, on est allé isoler, on a encerclé un hôtel, et là où il était logé, tout ça. Il y a eu des contradictions. Mais cela ne pouvait pas pousser Mme Bazaïba à tuer de manière irresponsable. Mais le MLC a récupéré l'affaire. Le MLC a dit quand même de quelle que... façon aussi? Parce que le MLC aussi passe à côté de la plaque. Il ne faut pas faire la politique là où il ne faut pas. Ils ont tant de sujets pour faire la politique. Ils ont tout l'espace pour faire la politique. Alors, la vie n'a pas de prix. Que dites-vous sur la communication de monsieur, du docteur Teni? Est-ce qu'il pêche sur la communication? Vous pensez que le docteur est un avant-gardiste, simplement? Le 4e cas aurait été révélé aujourd'hui. Et Teni Longondo, c'est vrai, c'est pas... C'est pourquoi j'ai dit, il y a toujours une place pour les communicateurs. La communication, c'est un art. La communication a des règles. C'est vrai que je n'étais pas d'accord avec sa façon de communiquer, parce que c'était fait un peu de manière alambiquée. C'était fait à la va-vite. Mais lorsque vous entendez le fond de son message et le fond du message de l'expert Mouyembe, il n'y a pas de différence. Parce que Mouyembe dit, il ne faut pas minimiser la maladie, il ne faut pas la minimiser, mais il ne faut pas paniquer. Mais le ministre, lui, quand il s'est lancé dans la précipitation à communiquer, il nous a pas... Moi, j'aurais bien voulu que, avant de se prononcer, qu'il ait quand même rencontré les experts. J'aurais voulu que ce jour-là, il est à ses côtés, Mouyembe à sa gauche, Denis Mukwege qui était à Kinshasa à sa droite, pour dire, Boyoka, Tozana Bitumba, mais Namoko Tozana Bilombe Nabiso. Ok? Ça serait un message fort qui pouvait au moins rassurer les Congolais et même les partenaires. Parce qu'aujourd'hui, nous avons montré à la face du monde que nous avons des compétences en termes de lutte contre les virus. À l'instar du Dr Mouyembe. Donc, avoir Dr Mouyembe à ses côtés pouvait donner un peu plus de crédibilité dans sa communication. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et pire encore, il ne s'était pas référé à d'autres ministères. Parce que c'est déterminant, oui. Déterminant. Il y a des ministères déterminants de la santé. L'économie, vous avez l'environnement, vous avez l'intérieur, vous avez la sécurité. Et tout ça, il n'avait pas réuni tous ces ministères. Donc, il est allé vite en besogne. Sa communication, c'est vrai, dans le fond, était dans les bons, mais la forme n'était pas du tout bonne. Est-ce qu'il fallait quand même retenir sur la forme? Parlons maintenant de nos équipements. Est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment équipé pour faire face au virus? Parce que regardez, moi je regarde un peu la commune de Barumbu. Est-ce que Barumbu c'est une commune? Oui, la commune de Barumbu. Je regarde un peu Kanluka. Je regarde la promiscuité dans laquelle les gens vivent là-bas. Alors je me dis, mais waouh, si coronavirus arrive aujourd'hui, est-ce que l'on tiendra? On ne tiendra pas. Et déjà, tous les problèmes ne seront pas résolus. Une toilette pour 10 personnes. Une toilette pour 10 personnes. Un salon pour 7 personnes. Les moyens de transport. Alors c'est compliqué. Les familles les moins nombreuses à Kinshasa comptent 10 personnes. Et vous avez soulevé cette promiscuité dans laquelle nous vivons tous. Dans nos taxis, bus, il y a même des gens qui prennent des coffres. Hein. Mais attendez, on se porte, je veux dire, on se transporte un peu parce que là, on est tellement collés dans les bus que les transports en commun, c'est compliqué. Point A vers le point B, c'est assez difficile dans nos églises. Et vous voyez, même hier, j'ai suivi, avant-hier, plutôt les papes qui disaient la messe dans une église carrément vide à Rome. Est-ce qu'ici, les gens sont prêts avec des tweets comme ceux de Mme Bazaïba? Tu vas la lâcher un peu quand même, hein? Non, c'est pas... Pour évoluer. Vous savez, ce que Bazaïba a fait, c'est comme si un philosophe discutait des questions d'électricité avec un ingénieur électricien. Mouyembe parle. Vous savez, Longondo, quoi qu'il soit ministre, avant tout, c'est un médecin. Oui, il est docteur. Donc, Bazaïba n'est pas mieux placé pour parler des problèmes de santé que Longondo. Mouyembe est revenu et
même s'il n'a pas cité Mme Bazaïba, il a carrément recadré que ça existe bel et bien, parce qu'il a cette expérience. Quand c'est Mouyembe qui parle d'un problème d'épidémie, on l'écoute attentivement, pas Mme Bazaïba. Quand c'est Mukwege qui parle de fustile, on l'écoute. On ne va pas écouter un constitutionnaliste à la place de Mukwege. Donc, c'est que Bazaïba, c'est vraiment de l'obscurantisme ce qu'elle a fait. Elle aurait dû présenter publiquement ses excuses. Moi, je crois que plutôt la police devrait faire ce travail. Elle s'est beaucoup décrédibilisée auprès même de son électorat. Très bien. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on va t'aider? Non. Nous sommes en difficulté. Regardez les États nantis, entre guillemets, avec un système de santé efficace. L'Italie, la France, voilà, ils l'ont eu de plein fouet. Hein. Donc, ils sont confrontés à un sérieux problème. Ainsi traite-t-on du bois vert. Que dira-t-on du bois sec? Chez nous, là où ça existe. Et vous avez vu la semaine passée la panique qui a été créée à l'hôpital de l'Amitié en Djili. Même les malades qui n'étaient pas concernés, qui étaient dans d'autres chambres, dans d'autres services, se sont évaporés. Bon, c'est vrai que les gens ont profité également des femmes qui étaient retenues pour des frais de maternité, ont trouvé une pour s'évader. Parce que donc, personne ne peut supporter rester là. On a vu coronavirus, et là tout le monde est parti. Une panique. Et vous citez l'exemple de la promiscuité dans nos foyers, dans nos églises, dans les écoles, dans les universités. À la faculté de droit, vous avez fait vos études. Hein? Combien de personnes dans un amphithéâtre? 3000. 3000 personnes dans un amphithéâtre. Donc, déjà, dans une situation normale, vous avez du mal à respirer. Vous prenez le bus Transco ou encore nos 207. Quand vous le prenez d'un point A vers le point B, vous avez du mal à respirer. Je préfère encore 207 que Transkin. Ah oui. Transkin, c'est la mort. Transkin, c'est la mort. Si vous êtes 1m72 comme 1m75 comme moi, vous êtes foutu. Oui, mais il ne faut pas faire une contre-publicité contre ces entreprises. On ne fait pas faire la contre-publicité. Moi, je fais la contre-publicité. Je ne fais pas la contre-publicité, mais je rappelle ce qu'il y a. C'est la torture là-bas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va trouver un système de santé efficace. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons trouver des moyens de transport commodes. Donc, il faut faire avec. On va faire avec, mais la grande question ici, c'est que si vous sortez à Kinshasa, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a des églises qui rassemblent plus de 50 000 personnes. À des églises à limiter, si vous suivez mon regard, vous comprendrez que l'église est à la 7e, 8e, 9e rue. Mais quand il y a un plein, le plein va jusqu'à la 4e, 5e, 6e, et on va même un peu plus loin que cela. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il faudrait que l'État fasse un peu comme ailleurs? On ferme les frontières, on interdit les églises, on interdit les rassemblements, les partis politiques arrêtent d'inviter les gens dans leur siège. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut faire nous aussi les choses pour prévenir cette maladie? Bon, s'agissant des églises, moi je suis un peu... partagé parce qu'il est pasteur. Partagé parce que je me dis, attendez, Dieu lui-même nous dit, il veut que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. Amen, frère. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ok. Mais alors, derrière ce que Dieu veut, il faut savoir qu'il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Vous ne direz pas à Dieu, vous voulez vous laver, vous voulez être propre, vous dites, bon, Dieu va m'aider à être propre. Non. Dieu ne viendra, ne descendra jamais dans votre salle de bain pour vous nettoyer. Il vous a déjà donné l'eau. Donc, il vous appartient à vous rendre propre. Nous avons l'intelligence. Et l'intelligence que Dieu nous a donnée doit nous mener à prendre des précautions lorsqu'il faut les prendre. Êtes-vous en train d'éviter ma question? Je suis en train de dire simplement que fermer les églises, comme c'est le cas ailleurs, c'est bien. Comme on a fermé les entreprises. Mais est-ce qu'on ferme les entreprises complètement? Non. Parce que même en France, on ne ferme pas complètement. On organise un roulement, un shift, qui permet à ce qu'il y ait un service minimum. Mais l'église, on ne va pas faire les shifts. L'église, si, c'est qui va prier lundi, qui doit prier mardi? C'est faisable. On va venir tous, si c'est Dadi qui prêche, tout le monde viendra. C'est question d'organisation. Nous avons 7 jours de la semaine. Est-ce que tous doivent venir le dimanche dans un même ou seul culte? Mais quand c'est Dadi qui prêche, tu veux quoi? Donc, tout le monde viendra. Dadi va s'arranger parce que la vie vaut mieux que le culte. Parce qu'elle ne peut rendre culte qu'un vivant. Le mort ne rend pas culte. C'est pourquoi on dit, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui dire, par exemple, les églises, vous allez attendre un peu, vous allez prier à la maison, non, que chacun prie chez lui à la maison, jusqu'au mois de février. Nous sommes un peuple, je vais dire foncièrement croyant. Donc,
Interdire aux Congolais de ne pas prier, c'est suicidaire. Comment ça Parce suicidaire? que, imaginez-vous, moi, il y a une Est-ce que vous imaginez les risques de Il y a contamination? une sœur qui me disait à l'église, non mais il ne faut pas croire en ces histoires-là, parce que quand elle est venue me saluer, j'ai fait ça. Elle dit, ah, même vous. Je dis, mais oui, mais le corona existe bel et bien. Il me dit, mais non, mais Dieu nous protège contre ça. Je dis, non, non, il ne faut pas tenter. Mais justement, alors, mais c'est pourquoi il ne faut pas... tenter les Seigneurs. Moi, j'ai dit simplement, Je comprends que nous protéger... n'interdisons pas, Ouais. nous ne prononçons pas une interdiction des cultes, mais nous demandons aux leaders ou aux pasteurs ou aux imams de pouvoir s'organiser pour qu'il n'y ait pas de promiscuité dans l'enceinte ou dans Mais c'est pas pratique. ou les lieux. Mais Jenny, c'est pas pratique, c'est pas possible. Mais c'est faisable. Comment ça faisable? Comment vous allez faire avec l'église de M. Mutombo, par exemple? Comment vous allez faire avec l'église de M. Mutombo, l'église Philadelphie? Comment ferez-vous avec le ministère de Maman Olangi? Mais c'est des gens, ils sont 50 000. Les brebis écoutent le berger. Oui, quel berger leur dit de les rentrer à la maison? Ils disent, ne venez pas tous au même moment. Oh, ben. Il y a un service, vous D'accord. organisez, vous dites, le lundi par exemple, c'est un culte rien que pour les jeunes sœurs. C'est un exemple. Le mardi, c'est un culte pour les jeunes frères de tel à tel âge. Le jeudi, c'est un culte pour les papas. Et le vendredi, c'est un culte pour les mamans. Et le dimanche, c'est pour un culte pour les enfants. On fait comme ça, on va limiter les dégâts. Parce que, écoutez, quand il y a 5000 personnes qui viennent au même moment, c'est pas, le risque n'est pas égal à lorsque c'est 500 personnes qui viennent. Alors, parlant des moyens, la question que tu as posée à Gabi tout à l'heure, je suis bien d'accord avec Gabi que nous n'avons pas de moyens matériels. Mais seulement, je sais que le peuple congolais, c'est un peuple qui écoute quelquefois. Parce que on a fait face à des épidémies chez nous et on a vu comment est-ce que la population écoute parfois certains leaders. C'est pourquoi j'insiste sur la question des leaders, les leaders d'opinion. Des gens comme des Wera, des JB, des Kofi, les gens comme tous les autres là, les footballeurs. Tous ces leaders-là doivent être mis à contribution. Les journalistes que nous sommes, les communicateurs que nous sommes, nous devons être mis à contribution. Regardez la RTNC. Suivez la RTNC du matin au soir. Est-ce que vous sentez déjà une mobilisation pour sensibiliser les Congolais à se protéger contre le coronavirus? Il n'y a rien du tout. Très bien. Alors, j'informe déjà que Idriss Alba, c'est un acteur américain, un grand acteur américain que j'aime beaucoup, a été testé positif. Malheureusement, il y a un joueur aussi Dybala qui aurait été, oui, qui serait touché. Mais quand même, il faut dire que cette pandémie, elle est ravageuse. Est-ce que je persiste sur ma question? Quels sont les mécanismes de protection que le pays doit prendre? Est-ce qu'il faudrait qu'on ferme les ambassades, disons qu'on ferme les frontières? Est-ce qu'il faudrait qu'on procède au confinement comme en France? Fermer les écoles, par exemple. Je sais que si on ferme les universités, les étudiants voudront bien, en tout cas, fermer les universités et fermer les bars. Pourquoi pas les bars, les restaurants, les maléois? Pourquoi pas fermer ces endroits-là afin que l'on puisse ne serait-ce que pas éliminer, mais diminuer les risques de contamination ou les risques de contagion et puis revenir peut-être au mois de mars? Vous avez parfaitement raison, Ouais. La comparaison n'est pas raison, dit-on, parce que nous ne sommes pas un pays comme la France et comme l'Italie. Les gens peuvent faire des provisions pendant un mois. Au Congo, vous avez du mal à manger par jour, par semaine. Et alors, d'où viendra l'argent pour que vous fassiez des provisions pendant un mois, des confinements ou pendant une année? Mais au moins... Mais c'est cette mentalité qui nous tue finalement, parce que Ah oui. plus on réfléchit comme ça, plus les gens meurent. Alors. Ah oui, plus les gens meurent. Ben, c'est un peu... on est entre les marteaux et l'enclume, hein, si je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce que des mesures préventives, déjà vous soulevez la question des églises. Je crois qu'il y a des mesures pour limiter, parce que les églises ne sont pas les seuls lieux des rassemblements. Des rassemblements. Il y a aussi d'autres lieux. Il y a les partis politiques, les écoles, tout ça. Je ne vois pas les partis politiques actuellement réunir des gens, hein, en dehors de ceux qui font des meetings ponctuels. Et justement. Chez nous, parce qu'on n'est pas pendant une période agitée, pendant la période des campagnes électorales. Mais dans des bus, par exemple, c'est difficile. Il y a les matinées nocturnes qui font généralement. Oui. Chez nous, au Congo, quand on dit matinée, ça commence à 17h, donc c'est bizarre. Pour les églises, j'avais peut-être choqué Jenny, qui est aussi évangéliste. Ben, c'est aussi un manque à gagner pour nos pasteurs, mais c'est les prix à payer. Parce qu'on ne peut pas permettre aux gens, parce qu'il y a des églises où vous n'avez même
même pas de toilettes, vous n'avez pas de parking. Donc les gens, et on ne peut pas accepter à ce que les gens aillent prier. Et prier ne suffit pas seulement aller à l'église dans nos cathédrales. Donc il faut, en Belgique, on a suspendu des messes. J'ai vu en Italie, le pape lui-même est allé prêcher dans une cathédrale vide où il n'y avait personne. Donc si l'État peut prendre des dispositions pour limiter également des cas de propagation de l'épidémie, je ne vais pas m'opposer. Mais ce qui est la fermeture des entreprises, déjà au Congo, vous n'avez presque pas d'entreprise. Hein? Le plus grand employeur, c'est l'État qui est productif. Bon, est-ce qu'il faut arrêter même les services? Déjà, quand il est opérationnel, c'est un service minimum, mais dans les secteurs publics. Vous êtes assez critique, mais nous parlons plutôt des attroupements. Ah oui, mais des attroupements également. Mais regardez les bureaux de la fonction publique. Regardez les bureaux de la fonction publique. Vous avez par exemple une quinzaine de personnes qui se partagent un petit local. Donc c'est aussi un lieu où l'épidémie peut se propager facilement. Est-ce qu'il faut que l'État arrête ses services minimums? C'est un point d'interrogation. Il y a même des gens qui se demandent, est-ce qu'on ne peut pas annuler ou suspendre des vols internationaux? Moi, j'ai l'impression que nous parlons de problèmes. Je voudrais qu'on parle des solutions. Ah oui. Il ne faut pas qu'on se pose encore des questions parce que nous, on est là pour donner des réponses aux gens. Ah oui, quelles solutions doit-on prendre maintenant? Pour prendre des solutions. Oui. Par exemple, arrêter les vols internationaux, c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Pourquoi ça serait impossible? Parce que la RDC, c'est un pays qui consomme tout ce qui vient de l'extérieur. Nous ne produisons absolument rien et tout ce que vous pouvez produire, vous l'exportez à l'état brut. Nous produisons quand même le balai, non, Gabi? Bon, ça, c'est une vaste blague. Donc, tout ce que vous consommez, déjà pour acheter les cure-dents, il vient de la Chine. Alors, s'il faut suspendre les importations ou encore les vols en provenance de la Chine ou des contacts avec ceux qui se déplacent, imaginez les conséquences. Non, mais Gabi, je voudrais qu'on fasse pédagogiquement les choses. Ah, en oui. fait, ce que vous dites, on sait. Oui. Mais la grande question ici, c'est comment on fait? C'est ça le problème. Parce que là, on est au 4e cas. Oui, 4e je suis peut-être convaincu que oui. après 10 jours, on sera peut-être dans le 20e, 30e. Et si nous ne faisons pas attention, Oui. je dis que ça sera vraiment un carnage. Ah oui, chez mais nous. ça va. Et qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Oui. On suspend ce qui est faisable. Comme quoi? Par exemple, les églises, il faut arrêter. Les universités, on arrête les cours. Et dans les administrations publiques où il y a des effectifs pléthoriques, on instaure juste un service minimum. Et les écoles, ça me fait très mal au cœur, mais c'est le prix à payer. Il faut les suspendre pour limiter les cas de propagation. Mais dans les bus, par exemple, les gens qui quittent un point A vers le point B, vous allez les empêcher comment de se déplacer. Est-ce que vous allez demander aux gens les confinements, comme vous le soulignez, et vous allez demander aux gens qui habitent le point X de ne pas se déplacer vers leur lieu d'activité? Prenons les cas de vendeurs du marché central, ils quittent le rond-point Kaba, ils quittent Kintuka, ils quittent Kingasani, ils viennent au marché central parce qu'ils doivent trouver de quoi manger par jour. Est-ce qu'il faut demander à ces gens-là? Et déjà, les moyens de transport sont très insuffisants. Vous avez un bus pour une vingtaine de personnes, vous avez 80, 100 personnes. Vous allez les empêcher comment de ne pas descendre au centre-ville? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Pratiquement, on fait quoi? À mon avis, il faut qu'à l'entrée de chaque maison, qui est de... Je ne sais pas comment... Il y a un dispositif qu'on met généralement pour nettoyer les mains. Des lave-mains, des savons. Il y a un seau et puis il y a un récipient qui Ah oui, qui mais récupère vous avez même les des maisons eaux, comme vous avez prenons un les savon. cas. Donc, devant chaque maison, on doit placer ce dispositif-là. Pour que chaque visiteur qui arrive, avant d'entrer, avant de saluer les occupants de la maison, Il y a des quartiers où il n'y a il se pas lave de- les mains. Qui le fait? Ça, c'est le propriétaire de la maison. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, demander à l'État congolais de le faire, C'est pratiquement rêver. impossible. Mais le coronavirus a que chaque beaucoup... parent, il faut que chaque parent mette ce dispositif-là. Ça demande beaucoup de sacrifices, d'énormes sacrifices, de la part des Congolais d'abord, eux-mêmes, et aussi de la part du gouvernement congolais. Donc, dans chaque maison, on doit obligatoirement avoir ce dispositif. À défaut, avoir les désinfectants comme ce que vous avez sur votre table là. Oui. Alors, là, c'est au niveau de chaque famille. Lorsqu'on arrive devant les entreprises, hier j'étais au ministère de l'Environnement, j'ai vu qu'il y avait ce dispositif-là, mais malheureusement, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Il y a des quartiers. Il n'y avait pas d'eau. Pas d'eau, pas de savon. Donc vous ne pouvez même pas vous laver les mains parce qu'il n'y a Donc, moi, j'ai commis l'erreur, je suis arrivé, j'ai mis le lave-main. Alors, quand j'ouvre le robinet, il n'y avait pas d'eau dans le seau. Oui, mais c'est vrai que Je devais recourir à une bouteille d'eau qui était dans ma voiture. C'est vrai que c'est un détail, mais... Donc là, il faut que dans chaque bureau, devant chaque ministère, avant d'accéder, vous lavez les mains obligatoirement. Obligatoirement. Donc, chaque membre du gouvernement doit insister pour que les occupants de son cabinet fassent respecter cette mesure-là. Nous attendons cela du gouvernement. C'est vrai qu'ils se réunissent en ce moment. Donc, ce sont des mesures comme ça que nous attendons. Parce que interdire les vols, nous sommes déjà
face à un problème, un déficit, j'ai parlé avec Gabi tout à l'heure avant le début de l'émission, un déficit au niveau des recettes. Et si aujourd'hui, comme notre économie est extravertie, si nous bloquons tous les vols, ça sera compliqué. Moi, je soutiens par exemple que les mesures, pendant qu'ils se réunissent là-bas, nous attendons une mesure telle que qu'on interdise d'abord les pays où il y a déjà la catastrophe, où il y a déjà des dizaines de morts. Mais c'est l'Europe, donc vous allez interdire. La Chine s'invite à nous de manière inévitable. Mais là, il faut faire une différence. C'est que on interdit les ressortissants venant de ces pays-là, mais on n'interdit pas le commerce, c'est-à-dire, par exemple, qu'on achète les biens via les agences en Chine, parce que le virus ne peut pas rester longtemps sur un objet. Voilà. Donc, on privilégie, par exemple, le commerce via Internet, via les agences. On achète et on envoie par des cargos. Quelqu'un qui vit à Bassankoussou, il va acheter sur Internet comment? Vous voyez que l'aspect de main, pourtant il y a l'aspect de l'espace, de la distance. Oui, il y a d'ailleurs, j'avais noté, j'ai noté ici. Il y a noté, vous avez parlé, on a parlé des bars ici. Oui, mais il y a aussi des flamingos. Bien évidemment, il y a tout ça. Aujourd'hui, les amoureux qui auront quand même du mal, ils devront accepter l'émission passée, copain, copine, tout ça, pour 30 jours, vous dites à votre copain, en tout cas... Canada, la semaine passée, quand je tournais une émission avec vous, je pouvais m'approcher jusque-là. Oui. Mais là, j'observe la distance raisonnable. C'est 1 mètre. Ouais. Mais en même temps, il faut que... Parce que si je tousse, et qu'il y a quelques gouttes, je ne sais pas moi comment on peut, des petites particules de ma salive qui arrivent jusqu'à toi, tu peux être contaminé. Et donc il faudrait finalement des masques. Mais finalement, qui achète les masques? Est-ce que c'est la population qui est, disons, encouragée à acheter ses propres masques et de le mettre, ou c'est le gouvernement qui met à la disposition de la population des masques? Déjà qu'en Europe aujourd'hui ils ont un problème des masques. La Chine a envoyé des milliers de masques en Italie. J'ai parlé avec une tante hier qui me dit qu'ils ne savent pas se procurer des masques. Et même le gel, ils ne savent pas se procurer de gel. Donc là, c'est déjà un problème. Mais chez nous, je crois que comme il ne se posait pas encore un souci, les parents peuvent s'approvisionner en masques et même en gel et les garder à la maison. Parce que ici, c'est un problème de santé. Attendre le gouvernement, je dis, c'est un rêve. Et vous risquez de sacrifier votre famille. Et aujourd'hui, je crois que nous devons, parce que les familles aujourd'hui en Europe sont pris au dépourvu parce qu'il y a des supermarchés qui sont fermés. Hier, j'ai vu une vidéo où à Londres, les gens étaient agglutinés devant un supermarché et la police est venue disperser. Donc, il faut prendre des précautions. Il faut que chaque parent, ça doit commencer d'abord au niveau de chaque famille. Chaque parent doit prendre conscience d'acheter. Moi, j'ai conscientisé mes enfants. Je les ai réunis, j'ai dit, les enfants, faites gaffe. À l'école, ne touchez pas sur les murs, sur les objets d'autrui et tout, pas de jeux de main avec les collègues. Je conscientise les enfants. Pas de bisous aussi. Il faut que chaque parent le fasse. Il faut conscientiser les membres de votre famille et prendre les précautions. Prendre les précautions, c'est-à-dire acheter des masques pour les enfants, pour la famille, acheter des désinfectants, les gels, pour la famille, c'est très important. Si on ne prend pas les dispositions déjà au niveau des familles, je crois que même à l'église ou dans des bus, nous allons exposer les autres. Dernière chose. Oui. Dans nos taxis bus, il y a déjà le confinement. Nous devons éviter de beaucoup parler. Qui nous a lingi koloba loba. Éviter. Pour le moment, évitons ça. Éviter makamako loba loba. Aux un lieu public, ceux qui le rozo loba lango, ils ont un moutouyaté, tali batunyo sauté. Vanda kimia. Très bien. C'est pour un temps. Alors on termine la question du coronavirus. Parlons de la rentrée parlementaire. Tambou Mwamba et Madame, comment on l'appelle, Madame de la présidente, Madame Abunda. Oui, les deux ont dit simplement qu'ils ne pourront plus organiser des plénières aussi longtemps que les experts ne vont pas certifier qu'il n'y a pas effet contagion. La question qu'on se pose, ils se préoccupent bien pour eux. C'est vrai qu'il faut que les sénateurs soient mis à l'abri, ainsi de suite. Et le peuple, qui s'en occupe maintenant? Parce que la question est fondamentale, M. Tambou Mwamba a dit par exemple, pas de plénière sans concertation avec les experts. Et donc, les sénateurs doivent être finalement à l'abri de ce problème. Mais le peuple alors, qui s'en occupe? Gabi Koba. Bon, pour la question,
parlementaire. Et on attend les experts. Mais pour la question de la population, je crois que Bazaïba va siéger seule, hein, parce que c'est elle qui dit qu'il n'y a pas de coronavirus. Vous savez, Gabi a un problème sérieux avec Mme Bazaïba. J'ai comme l'impression. Non, mais c'est que moi je ne rebondis pas chaque fois sur Mme Bazaïba que j'aime bien, mais je suis bien d'accord avec Gabi. Parce que ce que la dame a fait, c'est vraiment une bourde. Elle va siéger en même temps. Bon, c'est le Sénat qui a pris cette décision. C'est une femme brillante, depuis que tu as commencé à porter des c'est le mois de la femme, nous sommes bien d'accord. Je ne porte aucun coup contre Mme Bazaïba. Allez-y alors, allez-y. Ah oui, Tamboué Mwamba a annoncé la suspension des séances au niveau du Sénat en attendant l'avis des experts qui vont déclarer l'épidémie coronavirus 0. Bon, l'Assemblée nationale, on n'a pas pris une telle décision, on dit qu'on va se réunir, mais ce sont aussi des attroupements inutiles au niveau du Parlement. Je ne vois pas vraiment ce qu'ils font. Même à chaque session, les gens disent toujours non, c'est la session de tous les enjeux. Mais en réalité, aucun enjeu. Je vois bien. Maintenant, vous posez la question. Bon, les sénateurs s'occupent, les parlementaires s'occupent d'eux-mêmes, de leurs conditions de vie. Maintenant, pour la population qui s'en occupe. Et voilà, quand ça ne marche pas, on dit non, le gouvernement va faire bien dans le côté. Maintenant, c'est l'affaire de Tshisekedi. Il s'est réuni avec les gens. C'est Tshisekedi qui doit trouver la réponse avec son gouvernement aujourd'hui pour l'ensemble de la population. Mais les sénateurs, les parlementaires disent non, nous n'allons pas nous réunir tant que Tshisekedi n'a pas encore trouvé une solution. En réalité, en sourdine, c'est ça le message. Tant qu'il n'a pas encore trouvé une réponse appropriée à cette épidémie, nous n'allons pas nous réunir. Donc, pour la population, on attend que Tshisekedi et le gouvernement trouvent une réponse appropriée, mais pour les sénateurs, ils se protègent. La deuxième question qui fait la deuxième partie de notre mission, et je crois qu'on va aller peut-être pour terminer. Monsieur Tamboué Mwamba, par exemple, dans son allocution, il dit ceci. Je regrette, je vais paraphraser, je regrette le propos du président de la République à cette grande conférence à l'étranger où il prenait position pour l'Israël et peut-être contre la Palestine. Et monsieur Tamboué Mwamba craint pour l'avenir du pays, les propos, je ne sais pas, peut-être qu'il ne l'a pas dit, mais ça sous-entend des propos irresponsables de la part du président. Les premières analyses portent à croire, on cherche à voir le rapport entre une rentrée parlementaire et la visite d'un président de la République dans un pays étranger. Alors on se pose la question, est-ce que M. Tamboué Mwamba était intéressé de parler sur la question ? Est-ce qu'il y avait urgence? Pourquoi doit-il parler? Alors d'autres personnes estiment que M. Tamboué Mwamba fait exactement ce que Mme Mabunda a fait l'autre fois. Lui aussi trouve son temps pour frapper, donner le coup à Félix Tshisekedi, qui venait il n'y a pas longtemps de recevoir le sénateur Kabila dans son bureau. Et voilà, je crois que M. Mwamba a raté une occasion en or pour se taire. Il aurait dû se taire. Il n'appartient pas au président du Sénat de réagir à une visite du président de la République à l'étranger. Tshisekedi a séjourné aux États-Unis, il s'est adressé à la communauté juive. Mais après, je ne sais pas, dans le point de la rentrée parlementaire, si cette question devrait être inscrite pour que le président du Sénat en parle. Je me pose la même question. Quand Kabila était président de l'Assemblée nationale, était président de la République, si Tamboué Mwamba, en tant que ministre des Affaires étrangères, depuis l'époque du maréchal Mobutu, d'ailleurs, qui avait pris part pour la Palestine, en disant que c'était pour l'Égypte. Derrière la cause de l'Égypte à l'époque, la Ligue arabe et consorts. Entre un ami et un frère, le choix était clair à l'époque. Je n'ai pas vu la fraternité entre les États arabes et le Zaïre du maréchal Mobutu. Et quand la crise du pétrole a éclaté pendant les années 90, on a vu comment le Zaïre a payé les lourds tributs. C'est que Tamboué Mwamba a oublié parce qu'il était toujours dans les affaires à cette époque-là. Est-ce qu'il pouvait réagir face à une décision du président, face à une déclaration ou à un discours du président Mobutu à l'époque? Et c'est pareil pour le président Kabila. Pendant tout le temps qu'il a passé avec le président Kabila, depuis quand Alexis Tamboué Mwamba, en tant que ministre ou en tant que chef d'une institution, ou même peut-être que quand il était, même à l'époque où il était rebelle avec l'RCD, depuis quand il a réagi à un discours du président Kabila? Mais ils sont très amis d'Angleterre. Ils sont très amis, il faut dire, à cet Israélien. Alors, c'est pas israélite ou israélien maintenant? Israélien. Israélite, c'était dans la Bible. Le biblique israélien, c'est une appellation, un appellatif politique. Alors, à l'époque, et on sait, ils lui ont même octroyé le titre du consul de la RDC en Israël, ce qui est étonnant, alors qu'on sait que l'homme est venu pour faire son business au Congo.
Congo. Et là, Tambwe Mwamba ne s'est jamais prononcé. Et on sait qu'il a été nourri. Hein. Je crois que Tshisekedi a commis l'erreur d'avoir déclaré qu'il n'allait pas fouiner dans le passé. Il faut fouiner, parce que s'il ne fouine pas dans le passé, il sera rattrapé. Et on sait... Et on est en train de fouiller dans son présent. Hein. Ah oui. Il fouille dans son présent aujourd'hui. Lui, il a refusé de fouiner dans le passé. Vous savez que depuis l'époque du maréchal, il a géré la Sakima. Hein. Mais vous savez ce qui s'est passé lors d'un +4, quand on partageait les gâteaux en Afrique du Sud là-bas, avec la bénédiction de Thabo Mbeki, Louis Michel, William Swing et consorts. Il s'est approprié même le patrimoine de l'État, qui était le patrimoine de la Sakima. Donc, on va fouiner dans le passé. Si on ne fouine pas dans le... Si Tshisekedi ne veut pas, il y a des autres. Heureusement qu'il ouvre quand même une brèche pour dire, voilà, moi je ne peux pas les faire, mais si des institutions habilitées peuvent les faire, tant mieux. Je trouve cette sortie de Tambwe Mwamba indécente vis-à-vis du président Kabila. Et même Mabunda aussi, hein, elle a aussi parlé lors de l'ouverture. Est-ce que c'était le sujet en réalité? Mais maintenant, il dit, bon, on va peut-être léser nos partenaires de l'Union africaine. Mais je regarde l'Égypte. L'Égypte de Al-Sisi, c'est un pays qui développe des relations avec Israël. L'Égypte, il n'y a pas mieux placé au sein de la Ligue arabe que l'Égypte pour défendre les intérêts palestiniens. Mais l'Égypte est en parfaite, pas en parfaite harmonie, mais au moins en relation avec Israël. Pour quelles raisons la RDC? Et Tshisekedi n'a pas dit qu'il ne reconnaissait pas la Palestine. Mais le président dit qu'il n'allait pas développer des relations avec la Palestine. Il dit, nous soutenons la politique développée par Trump. Et on sait, Trump. Mais Trump, il n'a fait que dire clairement tout haut ce que les autres disent tout bas. Parce que les autres parlent en des termes hypocrites. Personne ne veut reconnaître réellement qu'Israël c'est un État avec capitale Jérusalem. Parce que la plupart des ambassades sont basées à Tel Aviv. Et depuis des années, depuis la création de l'État d'Israël, ce discours a été développé plusieurs fois. Mais Trump, c'est un homme pragmatique. Il dit, je n'entre pas dans un jeu d'hypocrisie. Je reconnais Jérusalem comme capitale d'Israël, contrairement à ce que tous les autres... Je reviens à vous, Gabi Kouba. Je reviens à vous. Monsieur Tambwe Mwamba estime tout simplement que Monsieur le Président de la République a encore une fois raté l'occasion de se taire et qu'il n'aurait pas donné sa position, son attachement à l'État Israël, à l'Israël. Donc pour lui, il pense qu'il peut y avoir des retombées alors très négatives pour le pays. Parce que par exemple, le président dit qu'il va aller à Bethléem, alors qu'il dit à Bethléem en Israël, alors que pour les autres, il pense que c'est un scandale et qu'un président ne devrait pas dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais monsieur Tambwe Mwamba, qui du reste, on le connaît au Congo comme un monsieur arrogant. Comment ça, c'est pas possible? Vous êtes tous deux contre Tambwe Mwamba. Il est reconnu comme ça. Il est reconnu comme ça. Il a essayé un peu de calmer ses ardeurs pour passer président du Sénat. Mais toute la presse connaît qui est Alexis Tambwe Mwamba. Ben, il a traité les journalistes des minables. Il a dit, voilà, avec ça, je repartirai. Il dit, avec ça, je repartirai. Voilà. Mais c'est quelle belle montre. Il dit, avec ça, je peux repartir. Voilà. Je vous donnerai la parole, ne vous arrêtez pas. Laissez-le parler. Nous connaissons qui est Tambwe Mwamba. Un, c'est un monsieur arrogant. Il est connu comme ça. Il est réputé comme ça. Arrogant. Et deux, là, il verse dans la provocation. Est-ce que vous savez qu'il y avait des menaces autour de cette rentrée parlementaire, de cette cérémonie d'ouverture de la session? Parce qu'il y a une frange de la population qui voulait hier, qui avait prévu d'aller saluer Mme Janine Mabunda. Est-ce que Tambwe Mwamba le sait? Comment ça, je n'ai pas compris? Oui, il y a un groupe qui avait écrit au gouverneur de la ville pour demander de marcher et d'aller saluer Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Parce qu'elle avait tenu des propos discourtois contre le Président de la République à l'étape de son voyage vers Londres. Et c'était des militants de l'UDPS qui voulaient bien aller voir Janine Mabunda, qui ont dit, nous n'avions pas oublié, seulement nous attendions la rentrée parlementaire. Pour vous saluer. Nous n'avions pas oublié. Donc, nous venons maintenant, comme c'est la rentrée parlementaire, nous allons marcher et venir vous saluer à l'Assemblée nationale. Et vous savez, lorsque ces militants-là viennent vous saluer, comment ça finit. Et pendant qu'on a essayé de désamorcer cette bombe-là,
voilà que Tambo Mwamba revient encore à la charge. Dans un discours de l'ouverture de la session, c'est un discours d'orientation. On oriente sur comment on va légiférer, on oriente comment on va assurer le contrôle parlementaire. Parce que la session de mars est essentiellement liée à ça. Donc rien à voir avec l'effectif du président. Rien à voir avec une vraie diversion. Les affaires du président de la République. Mais voilà que Tambo Mwamba, qui est considéré comme le dauphin constitutionnel du président de la République, non, il croit que bon, il peut donner des leçons au président de la République. Et il se met dans cette peau-là, il commence à donner des leçons. Non, il ne devait pas. Il ne devait pas quoi, monsieur? Il ne devait pas quoi? Vous avez géré le pays pendant 20 ans. Vous avez cassé la relation avec Israël. Qu'est-ce que les Arabes nous ont amené? Disons-nous. Vous avez cassé avec Israël, ok. Nous avons les Arabes. Qu'est-ce que les Arabes peuvent apporter? Qu'est-ce que les pays arabes ou la Palestine peut apporter aujourd'hui à la population congolaise? À l'armée congolaise? Mais qu'est-ce que l'Israël apportera? Qu'est-ce que l'Israël va nous apporter? Non, je reviens à vous, Gabi. Vous aurez tout votre temps de votre Israël aujourd'hui, c'est une puissance militaire qui ne le sait pas. Et beaucoup de militaires congolais zaïrois ont appris là-bas. C'est une référence, on va dire. Donc c'est pour dire aujourd'hui, à Tambo Mwamba, que nous avons plus intérêt en tant que Congolais. Moi, je ne réfléchis pas en politique. Je réfléchis en tant que Congolais. Je vis à Massina, je vis à Kaouka, je vis à Gombe. Je réfléchis en ces termes-là. Qu'est-ce que mon président peut avoir pour moi auprès des Arabes qu'auprès d'Israël? Je me dis, si mon président noue des relations aujourd'hui avec la Palestine, c'est bien bon. C'est pour faire plaisir aux gens qui veulent l'entendre. Mais qu'est-ce que moi je vais gagner? On a entendu ici les gens se poser des questions. Qu'est-ce que nous gagnons dans le voyage du président de la République? Monsieur Tambo Mwamba, qu'est-ce que nous, Congolais, vous êtes ce que vous êtes déjà là, c'est la République qui a fait de vous ce que vous êtes. Qu'est-ce que moi, en tant que journaliste, je vais gagner de la part de mon président en soignant des relations avec la Palestine au détriment d'Israël? Très bien. La question, elle est fondamentale. Monsieur Tambo Mwamba, vous bouillonniez ici à un moment donné. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y. Je ne vous pose aucune question. Allez-y d'abord. Vous avez ouvert une brèche et que Tambo Mwamba a insulté les journalistes et que nous étions minables. Oui, réellement, nous sommes minables. Nous sommes minables des résultats de la gestion de Tambo Mwamba parce qu'avant notre naissance, il était toujours dans les affaires et on connaît les résultats. Je vous donne l'exemple. La presse se vit essentiellement de la publicité. Quand Tambo Mwamba a anesthésié totalement l'assakima pour ne pas permettre à la presse d'avoir la publicité, à ce moment-là, il nous a rendus minables. Lorsque Tambo Mwamba entre au RCD et qui s'accapare des carrés miniers de la Sakima qu'il avait géré à l'époque, parce que pendant le 1+4, on a dit que tous ceux qui avaient acquis illicitement ces biens-là ne devraient pas les rétrocéder à l'État. Il en a bénéficié. Il nous a rendus minables. Donc, c'est un patrimoine national qu'il avait privatisé et on voit aujourd'hui les résultats. Donc, cette minabilité de la presse congolaise, il est l'un des auteurs. Mais revenons à la question de la visite du président aux États-Unis. Lorsque Mwamba dit, bon, pour ne pas léser certaines personnes, mais il n'y a pas de pitié entre les États. Il n'y a pas d'amour entre les États. C'est question d'intérêt. Tambo Mwamba a été sécurisé par l'armée du maréchal Mobutu et vous l'avez soulevé, la plupart des officiers ont fait des académies militaires. Et ils sont fiers, Israël, disciplinés, instruits. Tambo Mwamba n'a jamais déploré. Même quand le maréchal Mobutu était tombé en disgrâce vis-à-vis d'Israël en soutenant la position de la Ligue arabe, mais il envoyait toujours les officiers zaïrois dans les académies militaires en Israël. Tambo Mwamba a travaillé avec le président Joseph Kabila. Cette affaire d'écoute, c'est une compagnie israélienne. Pourquoi n'ont-ils pas recouru à l'expertise d'une compagnie palestinienne ou d'une compagnie appartenant à un État africain pour mettre les opposants sous écoute? Parce qu'il a participé à cette entreprise criminelle pendant les 18 ans du régime. Ça, Tambo Mwamba ne le fait pas. Et les équipements... Ils ont recouru à Mossad aussi, aux anciens de Mossad. Ils ont recouru plusieurs fois à leur service. J'aurais voulu, parce que ce sont des Israéliens. La Mossad, c'est les services de renseignement. Donc l'ANR d'Israël, j'aurais voulu le voir aller en Palestine, consulter aussi des experts en sécurité qui auraient dû apporter le soutien au régime qui l'a servi pendant des années, pendant 18 ans. Et Tambo Mwamba ne le dit pas. Quand on va chercher les équipements de communication en Israël,
il ne dit pas. Le système d'irrigation qu'Israël développe, c'est presque un pays désertique. On voit dans le secteur agricole. Ils excellent beaucoup dans le secteur agricole alors qu'ils sont dans le désert. Oui, cette expertise, si on peut s'en servir, où est l'inconvénient? Israël est une puissance technologique, est-ce que vous le savez? Est une puissance technologique aujourd'hui. Mais quand vous regardez Silicon Valley, la plupart des chercheurs sont des Juifs et sont des Israéliens, parce que la plupart des Israéliens ont... Aujourd'hui, on développe un réseau des universités assez fortes et puissantes, des universités israéliennes. La fille de Kabila aurait étudié. Je dis bien, je n'ai vraiment pas de preuves, mais on m'a dit qu'elle serait partie là-bas pour une année ou quelque chose comme ça, pour étudier en Israël. Conseiller à Kabila je ne confirme pas le faux en tout cas. Palestine au lieu de l'envoyer en Israël, parce qu'il a été son proche collaborateur, et jusqu'à preuve du contraire, il est toujours là. Mais attendez deux secondes, c'est vrai qu'on s'est acharné beaucoup plus sur... Ce n'est pas un acharnement. Bon, c'est un rétablissement de vérité, très bien, allons-y. Mais est-ce que le président de la République, en disant ça, était dans le bon? Est-ce que le président a mesuré le pour et le contre? Qui sont les interlocuteurs du président de la République quand il s'adresse à l'Israël? Est-ce que le président est l'interlocuteur des Benjamins? Est-ce que le président a rencontré le rabbin israélien? J'aurais tendance à ne pas dire israélite. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a pris conscience de toutes ces choses? Voilà les grandes questions aussi. Parce qu'il ne faudrait pas que le président parler à des gens qui n'ont pas qualité. Oui, mais même si le président... Parce que la nationalité ne suffit pas, il faut la qualité maintenant. Peut-être qu'il y a une erreur au lieu, parce que le président, à ce moment-là, il aurait dû s'adresser peut-être à l'ombre sans réellement voir les vrais acteurs ou les vrais sujets. Mais ça aurait été une remarque pertinente de la part de Tambwe Mwamba dans un cadre institutionnel, au lieu de faire le show au Sénat tel qu'il l'a fait. Ce ne sont pas des remarques venues de Tambwe Mwamba, ça c'est votre analyse personnelle. D'après les données que vous avez, je crois qu'il n'est pas encore tard pour le président Tshisekedi de recadrer certaines choses ou de revoir les choses, mais ce qui m'inquiète ou ce qui me gêne, c'est un peu cette propension de Tambwe Mwamba à revenir toujours sur les sorties du président Tshisekedi. Il n'y a pas seulement que Mwamba, même Mabunda a parlé hier de la lutte contre la corruption. Je reviens à vous sur la question de corruption. Comment paient-ils les députés? Je reviens à vous sur la question des députés. Même le personnel administratif. Alors, le président, sur place, le président a cité certains noms qui auraient dérangé d'autres personnes, parce que c'est un peu comme quelqu'un me disait aujourd'hui, c'est un peu comme au Congo, quelqu'un vient dire nous saluons le combat de Bosco Taganda, nous saluons le combat de Laurent Kunda. Alors, à un moment donné, ça scandalise les gens disent attendez deux secondes, il cite quel nom, il est où? Est-ce que le président a pris, je veux dire, est-ce que dans l'entourage du président, est-ce qu'il a des connaisseurs de certains pays? Quand le président va par exemple aux États-Unis, est-ce qu'il a un connaisseur de l'Amérique chez lui qui connaît les tendances, les sensibilités? Parce qu'il y a certains noms qui énervent carrément, quoi. Alors, donc c'est un peu dans ce sens-là, est-ce que le président était outillé sur la question de l'Israël avant de se lancer dans les jeux de noms des gens, du combat des gens? Bon, ici, nous analysons, mais nous analysons sur base de ce que nous avons entendu et de ce que nous connaissons. Mais je crois que le président de la République, c'est le citoyen le mieux informé de la RDC. Il peut y avoir, c'est vrai, des approches qui ne cadrent pas avec les attentes des uns et des autres. Ça peut arriver. D'où la pertinence du travail de l'entourage du chef de l'État, comme vous venez de le souligner ici. Mais je crois que en diplomatie, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a longtemps travaillé dans ces méandres-là de la diplomatie au niveau de son parti politique, du DPS, et que moi, personnellement, je commence à un peu prendre de réserve lorsque le président parle. Parce que est-ce que vous savez que lorsque à Londres, il dit que les Banyamulenge, la salle bouge. Moi, je bouge quand j'entends ce discours. Je dis, mais que vient de dire mon président? Banyamulenge, les Banyamulenge sont nos frères. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire là? Mais après, lorsqu'on commence à analyser froidement la question, on comprend qu'il avait raison de le dire. Si, mais le moment, la salle, l'endroit, il y a tout ça. Parce que d'après les informations que j'ai, oui. Cette rencontre, d'abord, ce déplacement-là a été un déplacement privé. Il ne s'est pas déplacé avec la presse présidentielle. Ça, c'est de un. Il n'y a pas eu la presse présidentielle dans ce voyage.
Donc il est parti parce qu'il avait des contacts à prendre de manière tout à fait privée. Tout à fait privée. Et ce discours-là, je ne sais pas trop si c'est un discours qui a été vraiment filtré au peigne fin. Je ne sais pas trop. C'est ça aussi la responsabilité. Mais je pense que sur le plan diplomatique, il peut y avoir des zones d'ombre dans une déclaration et il y a toujours un moyen diplomatique de récupérer. Ce n'est pas dans un show qu'on peut corriger des erreurs diplomatiques. Alors moi j'ai promis, je ferai un dossier, et je vous donne la parole parce qu'on va terminer aussi, je ferai un dossier exclusif demain où je parlerai de cette rencontre-là, question pour moi aussi de m'outiller parce qu'il faut dire que ce n'est pas une question facile. Lorsque le président dit par exemple, on va aller à Bethléem en Israël, je comprends ça comme quelqu'un qui dit on va aller à Rutshuru au Rwanda. Ça commence à devenir un peu compliqué. Il faut les reconnaître. Permettez-moi de poursuivre. Mais il y a ça, il y a aussi comme quelqu'un qui vient au Congo, il dit à l'époque de Kabila, pendant que Kabila régnait, il dit nous devons tous suivre l'exemple de Mobutu, Seseko, Gumbo, Azabanga, il s'est battu pour l'unité du pays. Ouais, que ça ne passe pas chez les kabilistes qui sont en train de gérer le pays. Alors si c'est auprès d'eux que vous attendez le soutien, ils disent mais non, c'est monsieur Mobutiste, on ne donne pas le soutien. Alors c'est pourquoi je dis est-ce que le président ne devrait pas avoir une équipe, une cellule des internationalistes, si on peut le dire comme ça, où tout le monde peut être là pour réfléchir sur les tendances et les sensibilités de ces pays hôtes? C'est vrai, Christian, je ne peux pas répondre à la place du président Félix Tshisekedi. Peut-être qu'il est ça. Je ne connais pas tout le monde qui travaille là-bas à la présidence de la République, mais j'ai les discours ici, j'ai la version écrite et je l'ai suivi également. Je peux voir. Ah oui. Bon, pouvez-vous m'envoyer ça, hein? Envoyez-moi. Très bien, envoyez-moi par WhatsApp. Il faut éviter à mettre, c'est bon. C'est vrai que s'il y a des erreurs qui ont été commises lors de cette rencontre, il faut les corriger immédiatement. Et ce n'est pas le président de la République qui rédige le discours. Il a différents secteurs, les différents services qui les rédigent. Mais chaque service doit être outillé, placer les gens qu'il faut là où il faut. C'est une rencontre aux États-Unis, mais qui concernait une partie de la diaspora ou des hommes d'affaires israéliens. Donc, quelqu'un qui a rédigé ces discours en rapport avec Israël aurait dû s'informer et puis avoir des éléments solides là-dessus. Parce que j'ai entendu le président rendre hommage à Yitzhak Rabin, qui ne fait pas l'unanimité en Israël, parce que les gens les considéraient comme un traître. C'est vrai que de part et d'autre, il y a des extrémistes. Les gens estimaient qu'il avait lâché, il était lâche, et qu'il avait vendu vis-à-vis des Palestiniens, raison pour laquelle il a été assassiné par des extrémistes en 1998, à l'époque. Donc, contrairement à Ariel Sharon, qui incarnait l'aile dure de l'État hébreu, que beaucoup de gens adultes en Israël, qui défendaient à corps et à cri, bec et ongle la cause d'Israël, il y a toujours des sujets et des discussions à ce niveau. Donc, rendre hommage à Yitzhak Rabin passerait pour les modérés israéliens et ça passerait très mal pour les radicaux qui estimaient qu'il n'était pas le vrai défenseur de leur cause. Très bien. Par exemple, on va terminer l'émission aujourd'hui. Oui. Je voyais souvent, pendant que Yasser Arafat était en vie, le patriarche célébrait la messe de la nativité à Bethléem, qui n'est pas en réalité une partie de la terre ou un territoire très disputé entre Israël et la Palestine, même si l'ensemble du Moyen-Orient et du proche Moyen-Orient pose problème, des répartitions, des frontières et consorts. Mais dire clairement que je vais visiter, ça peut être, je peux comprendre s'il s'agit d'une erreur d'inattention. Très bien. Ou d'une erreur de frappe, c'est l'opérateur de saisie, mais dire que Bethléem appartient à Israël, c'est une erreur. Très bien, on a terminé, on va être au milieu pour se dire au revoir. Ah, mais vous n'avez pas voulu parler de Mme Mabunda, qui a aussi parlé de la lutte. On va le laisser aujourd'hui pour parler de ça demain. On va la récupérer prochainement. Regarde la distance. Pas de l'autre côté. On va garder la distance, on ne sait jamais. Alors, vous allez regarder la caméra et vous donner vos coordonnées parce qu'on va terminer. Jenny Kaninda, votre numéro. Jenny Kaninda, plus 243 97, on dit 97, hein, 97 1516. Plus 243 97 1516. Jenny Kaninda, Congo Market TV ou SEM TV. Très bien. Alors, Gabi Kuba, la même chose?
pas de pseudo. Gabi Koubabekanga, c'est le nom complet, donc que vous trouvez aussi sur les réseaux sociaux avec les profils. Donc ce n'est pas une photo masquée. C'est mon visage. Le numéro 081 00 58 951. Depuis longtemps, je suis en train d'apprendre la question israélo-palestinienne. J'ai un rabbin qui m'enseigne, qui me donne ce cours. On va donc. Je suis intéressé. T'es intéressé? Venez suivre le cours. Tout chrétien serait intéressé. Venez suivre le cours. C'est important sur la politique internationale. Israélo-palestinienne comme chrétien, mais comme journaliste. Israël, c'est l'horloge chrétienne en fait. Ah, c'est comme ça maintenant. C'est comme ça. Je ne parlerai pas comme ça. On revient très prochainement, mesdames et messieurs. C'était un grand plaisir de recevoir Gabi Kouba. On se salue. On se salue, non, comme ça on fait le coup. Non, mais comme, surtout que vous venez de l'étranger. D'accord. Non, mais moi c'est. Ok, on fait. On se retrouve prochainement. Que la Père quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.